Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes le samedi 30 novembre 2019, c'est le 167e SITREP que je vais tourner toute seule parce que Tom n'est pas disponible aujourd'hui, donc pour pas vous mettre en retard pour ce SITREP parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations pour cette semaine, j'ai décidé de le tourner toute seule. Bon, ce n'est pas la première fois, vous commencez à avoir l'habitude, donc on va attaquer tout de suite par le bilan, on va dire militaire de la semaine, qui continue sur cette tendance vers l'amélioration, très certainement à cause du sommet au format Normandie qui doit avoir lieu le 9 décembre. Il semble que l'Ukraine se tienne un petit peu à carreau pour éviter de fournir un prétexte à la Russie pour annuler la réunion. Puisque du 23 au 29 novembre 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 63 reprises, donc moins que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 63 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là on est à bien moins que la semaine précédente. Et si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur mais supérieur à 12,7 mm, on arrive à un total de 277 munitions, donc là on a eu une très grosse baisse par rapport à la semaine passée et aux semaines précédentes. Il faut y rajouter les 7 violations et 65 munitions tirées par les forces armées ukrainiennes durant les dernières 24 heures, dont 11 obus de mortier de 120 et 82 mm. Les tirs de cette semaine ont blessé un civil, il y a eu 5 habitations endommagées, plus 2 durant les dernières 24 heures. Une équipe de réparation de la compagnie Haut du Donbass a aussi été prise sous les tirs de l'armée ukrainienne près de Gorlovka, et ce malgré les garanties de sécurité qui avaient été données par Kiev auparavant pour que les réparations puissent être menées. Bon bah comme d'habitude, on voit ce que valent les promesses ukrainiennes. Cette semaine, l'armée ukrainienne a continué aussi de brouiller les signaux des drones de l'OSCE pour les empêcher de faire leur travail. Les observateurs ont dû poser leurs drones pour ne pas les perdre. Je montrerai une petite carte, nos auditeurs verront que c'est bien moins massif que les semaines précédentes. Ça se concentre vraiment sur une zone bien particulière. Et puis cette semaine avait lieu la dernière phase du désengagement des forces à Petrovskoye, à savoir le démantèlement des fortifications. Continuons sur sa stratégie de sabotage, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu près de la zone de désengagement à plusieurs reprises, des violations enregistrées par l'OSCE. Le but était de pousser la République populaire de Donetsk à répondre pour pouvoir ensuite stopper le démontage de leurs fortifications en faisant porter la responsabilité sur la République. Le tout filmé bien entendu grâce à la présence d'une équipe de tournage qui se trouvait sur place au moment où ces augmentations de violation du cessez-le-feu ont été enregistrées. La RPD a aussi enregistré la présence de 2 véhicules de combat d'infanterie ukrainiens près de la zone de désengagement, l'installation de nouvelles mines anti-chars entre Bogdanovka et Viktorovka, qui sont donc 2 villages qui sont en face de Petrovskoye mais côté ukrainien. La RPD de son côté a terminé totalement le désengagement grâce au fait que il y avait peu de violations à corriger, et donc la République va utiliser le temps restant jusqu'au 4 décembre qui est la date finale pour déminer un petit peu plus de terrain, donc nous on est largement dans les temps, on attend toujours confirmation côté ukrainien. On va parler un petit peu politique de la RPD, puisque les députés du Conseil populaire de la République populaire de Donetsk ont adopté à l'unanimité une loi établissant que la frontière officielle de la République est désormais celle de la région, de l'oblast de Donetsk, avant que ne débute le conflit en 2014. Mais tant que le conflit avec l'Ukraine n'est pas résolu, en gros, c'est la ligne de front qui fait office de frontière temporaire. Ce qui ne contrevient pas aux accords de Minsk, je tiens à le préciser. En plus de fixer le tracé de la frontière, cette loi détermine la procédure et les conditions de sa désignation, ainsi que de sa protection. Il faut savoir que jusqu'ici, les RPD n'avaient pas de cadre juridique clair régissant les relations légales en matière d'établissement, de protection et de défense de la frontière nationale. On avait un oukaz, un décret d'Alexandre Zakharchenko, qui avait fixé la frontière temporairement au niveau de la ligne de front, mais c'est tout ce qu'on avait. Et donc ça posait un petit problème parce qu'on n'avait pas de cadre réglementaire clair, et donc ça finissait par poser des problèmes au niveau, entre autres, des douanes, etc. Parce qu'il y avait des choses qui étaient... on n'avait pas de cadre légal du tout, donc à un moment ça finit par poser des soucis, donc là c'était vraiment nécessaire. Cette information a bien sûr fait des remous,
entre autres en Ukraine, suite à la publication de l'information concernant ce vote, une chaîne Telegram intitulée Chergovy OOS, donc OOS c'est le nom en ukrainien de l'opération des forces interarmées dans le Donbass, donc c'est le nouveau nom de ce qu'ils appelaient auparavant l'opération antiterroriste. Cette chaîne Telegram a cité des sources au sein du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, et qui a rapporté que Kiev pourrait annoncer lors de la réunion au format Normandie le retour de ses troupes sur les positions précédemment abandonnées dans les zones de retrait, et la levée du moratoire sur l'utilisation des avions de combat dans la zone de conflit si la Russie ne force pas la RPD à faire marche arrière et à abandonner cette reconnaissance de frontières. Donc bon, ça c'est quand même pas top. Bon alors pourquoi sortir ça maintenant ? Bon, déjà, comme je le disais, il y avait une nécessité légale, parce que ça commençait à poser des problèmes au niveau fonctionnement légal sur les points frontières. Je pense aussi que c'est une façon pour la République d'acter officiellement la scission définitive avec l'Ukraine, suite à la fuite du fameux plan de déportation de la population du Donbass, qui plus ça va, plus il semble qu'effectivement il est bien authentique. Entre autres, ils ont essayé côté ukrainien de faire croire que c'était pas vrai, parce que l'adresse qui est montrée dans l'entête de la lettre, donc je vous montrerai l'entête en question, soi-disant n'était pas bon, parce que la rue a changé de nom en 2016 dans le cadre de la décommunisation, sauf que encore cette année ont été publiées dans plusieurs médias ukrainiens des lettres venant du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, qui montre clairement que c'était toujours le vieux nom de la rue qui était utilisé. C'est 3 ans après le renommage, ils avaient toujours pas updaté, ils avaient toujours pas mis à jour l'entête de leur papier à lettres. Donc bon, ça tient pas la route. Voilà, donc je vous montrerai entre autres l'exemple d'une lettre récente. Voilà, vous pourrez voir que le nom de la rue est exactement le même. Donc plus ça va et plus ça semble quand même que effectivement c'est bien authentique. Puis en plus de ça, on a eu Alexei Danilov toujours, donc secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, le fameux qui est, semble-t-il, à l'origine de ce plan de déportation de la population du Donbass. Il a déclaré, ce cher Danilov, cette semaine, que Kiev a préparé 5 plans de réintégration du Donbass, tous bénéfiques pour l'Ukraine, et que la victoire serait leur. Or, bon, je rappelle quand même que les officiels ukrainiens n'ont eu de cesse de nous dire que les accords de Minsk, c'était pas franchement un truc favorable à l'Ukraine, c'est pas vraiment une victoire pour Kiev. Donc si ces 5 plans sont tous favorables à l'Ukraine, ça veut dire que ces 5 plans sont tous des violations des accords de Minsk. Voilà. En plus, il a refusé de divulguer les détails des plans. Je lui ai dit, on a 5 plans dans les cartons, mais je vous dis pas ce qu'il y a dedans. Donc ça déjà ça fait peur, Déjà quand tu vois ça, tu commences à te dire que le contenu des plans, ça doit être plus proche du fameux plan de déportation qui a fuité que de la charte de l'ONU ou des accords de Minsk, on est bien d'accord. D'ailleurs, Danilov a déclaré lors de la même déclaration que lors de la réunion au format Normandie, donc qui doit avoir lieu à Paris le 9 décembre, les ennemis de l'Ukraine feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que l'Ukraine accepte une forme de relation avec les républiques du Donbass, présentant ça comme un pas que Zelensky ne franchira pas. Or, je rappelle quand même que pour appliquer pleinement les accords de Minsk, Kiev doit discuter avec les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. C'est prévu dans les accords. Sans ça, ça peut pas marcher. Il n'y a pas d'autre alternative. À un moment, pour régler un conflit, il faut discuter entre les deux parties du conflit. Il n'y a pas d'autre moyen. Je veux dire... Donc là, le fait qu'il dit que, en gros, ils n'ont pas l'intention de se laisser entraîner sur ce terrain-là, ça montre que l'Ukraine n'a pas du tout l'intention d'appliquer les accords de Minsk. Et que leur version du « on va rétablir la paix dans le Donbass », c'est forcément des violations de ces accords, on est bien d'accord. Donc les petites craintes d'épuration ethnique de la part et des habitants et des officiels des deux républiques, c'est pas si injustifié que ça quand même, parce que bon, là ça commence à faire un peu beaucoup quand on dit on a 5 plans dans les cartons et mais on vous dévoile pas les détails. Maintenant on aimerait bien les voir les détails parce que je pense que ça va être croustillant.
Les craintes justement d'épuration ethnique sont confirmées aussi par le projet des autorités ukrainiennes de créer un organe de justice de transition pour enquêter sur les crimes commis pendant le conflit du Donbass à la fin de ce dernier, ainsi que des commissions de la vérité. Alors au mieux ça fleure bon l'Inquisition, au pire ça fleure bon 1984. Mais dans les deux cas, c'est pas bon. Ça pue, hein, on est bien d'accord. Moi, commission de la vérité, déjà, moi je trouve ça fait peur. Hein, comme terme, déjà, tu sens que ça va être bien dictatorial. Hein, voilà. Ils veulent aussi faire des lois de lustration pour évincer de la fonction publique tous ceux qui ont participé à ce qu'ils appellent l'administration d'occupation, ce qui est une connerie monumentale, puisque je le rappelle, il n'y a pas plus d'occupation russe ici qu'il n'y a de beurre en branche ou d'arbre à spaghetti, hein, ça n'existe pas, l'armée russe n'est pas ici, hein, ce sont les gens d'ici qui se défendent contre l'armée ukrainienne, donc bon, déjà ça c'est du délire, mais bon, en clair, tous les policiers, juges ou fonctionnaires qui, au lieu de se barrer en Ukraine en 2014, sont restés à leur place pour faire leur travail, vont se faire dégager pour se faire remplacer par des pro-Maïdan, des pro-Kiev, etc., hein, donc c'est intéressant comme concept, hein. Et puis, concernant les enquêtes sur les crimes de guerre, le projet a beau se revendiquer comme étant indépendant du gouvernement ukrainien, y a un petit point quand même détail qui montre que ça sera pas si indépendant que ça. C'est le fait que le cabinet des ministres, c'est eux qui vont décider qui pourra être indemnisé ou pas. Bon, et est-ce que j'ai le droit de faire des paris à 100 roubles pour dire que tous ceux qui sont restés vivre en RPD, RPL et qui ont eu leur maison détruite, ils recevront rien. Hein, voilà, c'est... Bon, je pense que j'ai peu de chances de perdre mes 100 roubles. Voilà. D'autres réformes de la justice inquiètent aussi les habitants des deux républiques populaires, comme celle visant à créer des prisons privées, où tu dois payer pour séjourner dedans. On a eu une dame en RPL, hein, Svetlana Chavlai, qui est directrice du centre de service social de Krasnodon, qui pense clairement que ça va être destiné aux habitants du Donbass, post-réintégration, hein, donc pour la petite procédure d'épuration ethnique et de lustration. En gros, en attendant le procès pour collaboration avec l'occupant, il semble que Kiev ne serait pas contre de se faire un peu de pognon, hein, en faisant payer aux habitants du Donbass leur incarcération. Il n'y a pas de petit profit. Hein. Bon, devant tout ça, Madame Chavlai, elle a quand même dit que plus les officiels ukrainiens suivent ce genre de petits plans criminels, et plus les habitants des deux républiques populaires deviennent complètement indifférents à l'Ukraine, et elle dit on se considère plus comme faisant partie de l'Ukraine depuis longtemps, et avec une telle attitude, il est hors de question de revenir. Bon, je pense que voilà quoi, là, sauf miracle le 9 décembre, je pense que là, il est temps d'acter et d'officialiser le divorce entre l'Ukraine et les deux républiques du Donbass. Là, je pense qu'il faut arrêter le tir. Je vois pas comment on va pouvoir revenir en arrière. Là, c'est très très mal parti, sauf miracle. Mais voilà. Et puis, si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, eh ben, tout ça ne profite pas à Zelensky, bien au contraire, hein. Puisque comme l'indique un sondage publié par l'Institut international de sociologie de Kiev, la cote de popularité de Zelensky, elle se casse la gueule. Puis pas qu'un peu en plus. Pas qu'un peu, parce que à la fin du mois de novembre, là, il est plus qu'à 52% de taux d'approbation. Hein, donc il y a plus qu'un peu plus de la moitié des Ukrainiens qui le soutiennent encore. 19% ont une opinion défavorable, et ça à peine quelques mois après son élection quand même. Et ça s'est vraiment cassé la tronche. C'est-à-dire que je rappelle quand même qu'en septembre il était à 73%, il est tombé à 66% en octobre, 64% début novembre, on en avait déjà un petit peu parlé, et puis alors là il est tombé à 52% à la fin du mois. Là, il y a eu des gens qui ont fait un petit photomontage, je vous le montrerai, en mode, puisque c'est le Black Friday, hein, c'est le vendredi noir, hein, le vendredi des soldes, donc il semble que la popularité de Zelensky aussi, elle est soldée.
Oui, c'est à peu près ça quand même. Je veux dire, si on regarde les autres présidents ukrainiens qu'il y a eu dans le passé, il n'y en a aucun qui a eu une chute aussi vertigineuse de son taux d'approbation au bout de 6 mois à peine de présidence. Il bat des records là, Zelensky, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, les autres ils démarraient pas très haut en même temps, tu me diras. Mais là, passer en 3 mois de 73% à 52%, faut le faire. Là, c'est quand même énorme. Là, il s'est pris quand même moins 21% en 3 mois. C'est quand même beaucoup. La cote de popularité du Premier ministre, hein, celui qui allait traîner au concert des néo-nazis, la Gontcharouk, lui, se maintient toujours à 11%. Bon, popularité à 11%, c'est quand même catastrophique. Par contre, la proportion de personnes qui ont une opinion défavorable de lui ne cesse d'augmenter. Hein, voilà. Avant, ils étaient seulement 9% des Ukrainiens à être mécontents du Premier ministre en septembre, 14% en octobre, 18% début novembre, ils sont désormais 25% à la fin du mois. Donc ça, c'est pas bon du tout non plus. Hein, et les actions du gouvernement ukrainien sont aussi très sévèrement évaluées par le peuple. À peine 37% des Ukrainiens estiment que le gouvernement fait bien son travail, contre 44% au début du mois de novembre, et 48% estiment qu'il ne le fait pas correctement, contre 37% qui avaient cette opinion au début du mois. Donc ils sont vraiment quand même très très mal barrés. Bon, cet effondrement de la cote de popularité de Zelensky et l'augmentation du mécontentement face au nouveau gouvernement ukrainien semble trouver sa source surtout dans l'échec du président à réaliser sa promesse de campagne principale qui était mettre fin au conflit dans le Donbass et rétablir la paix dans le pays, puisque bon, fin novembre, 51% des Ukrainiens estiment que le nouveau gouvernement ne gère pas correctement la résolution du conflit dans le Donbass. Donc c'est bien, il y a quand même la moitié des Ukrainiens quand même qui se rendent compte qu'ils font de la merde. C'est rassurant quand même. Il y en a quand même 40% qui pensent le contraire. Ça, par contre, c'est pas rassurant du tout quand vous avez 40% d'un pays qui pense que des mecs qui sabotent les accords de paix, c'est une bonne chose. Bon, ça aussi, ça a évolué. Début novembre, ils étaient 44% à trouver que le gouvernement ne gérait pas correctement cette question. Donc, il y a 7% de plus, 7 points de plus qui se rendent compte qu'ils font n'importe quoi. Et ils étaient 46% à considérer que le gouvernement gérait ce dossier de manière adéquate. Donc là, il y a eu une perte de 6%. Donc, il y a eu 1% qui s'est barré dans le « je ne sais pas ». L'autre dossier qui, je pense, a pesé assez lourd dans la balance ce mois-ci, c'est la fameuse loi de levée du moratoire de vente des terres agricoles, parce qu'elle est quand même désapprouvée par 64% des Ukrainiens et approuvée par seulement 29%. Bon, quand t'as les 2/3 de ta population qui est contre une loi, ça veut dire que si tu la passes, c'est quand même pas très démocratique. Voilà, je pense que on peut appeler ça comme ça. Il y a eu 2 autres points noirs relevés par ce sondage, la corruption et les tarifs des charges communales. Bon, c'est pas une grande surprise, puisque 70% des Ukrainiens ne voient aucun progrès dans la lutte contre la corruption parmi les fonctionnaires de haut niveau. Et puis 75% ne voient aucune avancée pour ce qui est de réduire les tarifs des charges communales, alors qu'on a quand même 14% des Ukrainiens qui dépensent plus de la moitié des revenus de leur ménage pour les payer. C'est énorme. Essayez de vous imaginer si vous devez utiliser la moitié de votre salaire pour payer vos factures d'électricité, de gaz et d'eau. Là, je pense que... Enfin, vous vous rendez compte qu'il y a quand même un gros problème, là. Là, il y a un truc qui déconne, quand même. Ce chiffre, d'ailleurs, a plus que doublé depuis 2015, puisqu'en 2015, ils étaient 6% à devoir sortir plus de la moitié de leur budget pour ça. La proportion de ceux qui dépensent entre 1/3 et la moitié de leurs revenus pour payer leurs charges communales, lui aussi a augmenté de 16 à 21%, donc en 4 ans. Ceux qui consacrent entre 10 et 30% ont diminué, passant de 48 à 41, et ceux qui consacrent moins de 10% de leur budget sont passés de 18 à 12%. Donc bon, on voit que l'appauvrissement de la population ukrainienne continue, vitesse grand V. Donc moi je pense qu'au lieu d'élaborer des plans farfelus de réintégration du Donbass qui se réaliseront jamais, de sortir des plans d'épuration ethnique, parce qu'il faut appeler les choses comme elles sont, si Kiev appliquait au moins le volet sécuritaire des accords de Minsk, c'est-à-dire le cessez-le-feu, le désengagement des troupes, l'échange des prisonniers, je pense que ça serait quand même une démarche un peu plus constructive et efficace que les petites méthodes d'illusionnisme de Zelensky dont l'écran de fumée est en train de se barrer à vitesse grand V, au fur et à mesure que les Ukrainiens se rendent compte qu'ils se sont fait avoir, qu'ils s'en font mettre une bien profond.
Hein, puis sans vaseline en prime. Donc moi je pense que si Zelensky continue sur cette pente glissante, il finira bientôt avec le même taux d'approbation que Poroshenko à la fin de son mandat. Et puis si en prime l'Ukraine perd le contrat de transit de gaz avec la Russie à la fin de l'année, là je pense qu'il pourrait peut-être même encore inaugurer des records. Là vous voyez, parce que bon, là il a déjà le record de la chute la plus magistrale en 6 mois. Je pense que là il va pouvoir nous battre des records façon Titanic au niveau de sa cote de popularité si jamais l'Ukraine perd le contrat de transit de gaz et qu'une partie des villages ukrainiens se retrouvent sans gaz faute de pression suffisante dans les tuyaux. Je pense que ça va devenir intéressant. Je plains sincèrement la population ukrainienne, hein, pour ceux qui croient que je m'en réjouis pas du tout. Mais bon, je l'avais dit que c'était de l'illusion et que le mec ne ferait rien, et malheureusement j'avais raison. J'en ai marre d'avoir raison. Et puis la situation en Ukraine c'est de pire en pire au niveau médiatique, hein, puisque l'Occident a de plus en plus de mal à cacher la merde sous le tapis. Après le coup des néo-nazis où il a bien fallu un petit peu dire la vérité, hein, sur et leur présence et leur rôle réel et leur dangerosité au niveau de la société ukrainienne, là c'est les djihadistes. Nos auditeurs se souviendront que j'en ai déjà parlé depuis un bon moment. Je veux dire, les premières fois que j'en ai parlé, c'était il y a plus de 3 ans en arrière. Hein. Plus de 3 ans en arrière, j'en ai reparlé encore cette année, puis un petit peu l'année dernière aussi. Puis à chaque fois, on me disait, mais là, c'est la propagande russe, hein, vous êtes des propagandistes du Kremlin. Ouais. Sauf que là, après l'arrestation d'un chef djihadiste qui était réfugié en Ukraine depuis 2 ans, là, les médias occidentaux découvrent d'un seul coup que l'Ukraine est devenue un refuge pour chefs djihadistes qui fuient la Syrie, l'Irak et d'autres endroits où sont présents, entre autres, l'État islamique et autres organisations fort sympathiques. Bon, c'est des faits. Je rappelle que la Russie, les RPD et les RPL dénoncent depuis des années, que je rappelle que tous les soutiens occidentaux de Kiev nous ont bassinés en nous disant que c'était de la propagande russe. Et ben là, ils sont obligés d'admettre que c'est la réalité. Voilà. Donc là, c'est le 21 novembre que le journal The Independent a publié un article intitulé « Comment l'Ukraine est devenue le foyer improbable des dirigeants de Daesh qui fuient le califat ». Ils auraient peut-être même pu ajouter façon Atlantic Council, et non, c'est pas Russia Today qui a écrit ce titre. L'élément déclencheur de cet article fut l'arrestation le 15 novembre en Ukraine d'Al-Barashi Shani, un chef djihadiste qui a fui la Syrie après avoir fait croire qu'il était mort pendant un bombardement aérien. Et suite à ça, le journal a publié un article complet sur le fait que l'Ukraine s'est transformée de fait en refuge pour djihadistes en fuite. Bon, faut dire que l'histoire d'Al-Barashi Shani et son séjour en Ukraine a de quoi donner des petites angoisses, même aux soutiens les plus indéfectibles de Kiev. Ah si, en tout cas pour les obliger à dire au moins une partie de la vérité. Au moins une partie. Hein, voilà. C'est comme je disais, hein, c'est comme pour les néo-nazis. Hein. Avant c'était de la propagande russe, puis au bout d'un moment ils sont obligés de dire ah oui en fait c'est vrai, oui c'est vrai, oui. Hein, c'est la triste réalité malheureusement. Hein, dans l'article on apprend qu'après avoir fait croire à sa mort, fuit la Syrie grâce à des faux papiers via la Turquie, Al-Barashi Shani a atterri en Ukraine, il y a passé 2 ans, pépère, personne n'est venu l'emmerder. Il a même pu continuer à coordonner des actions terroristes de Daesh depuis Kiev. Pendant 2 ans. Ça pose 2-3 petites questions. On apprend dans l'article aussi qu'il y a 3 ans, un de ses co-religionnaires, qui est d'ailleurs considéré comme celui qui a amené Al-Barashi Shani au sein de Daesh, Tchataïev, avait été arrêté à Oujgorod, dans l'ouest de l'Ukraine, amené devant un juge à la demande de la Russie via Interpol. Et de manière assez bizarre, l'homme n'a jamais été extradé vers la Russie, et il est même arrivé à rentrer chez lui en Géorgie sans encombre. Il n'y a pas un petit problème là quand même? Alors, en regardant d'un petit peu plus près, ils ont découvert que celui qui était responsable du dossier, c'était Yuri Lutsenko. Oui, vous connaissez déjà ce nom, oui. Le fameux procureur général ukrainien, à l'époque il ne l'était pas, hein, qui avait été mis en place suite aux pressions de Joe Biden sur Poroshenko, hein, et qui est d'ailleurs accusé de corruption d'ailleurs. Voilà. Donc ce cher Lutsenko a laissé filer un chef djihadiste recherché par Interpol, dont le téléphone portable contenait d'ailleurs des instructions pour fabriquer des bombes et des photos de cadavres. Ouais. Il y avait une journaliste basée à Kiev,
Katerina Sergatskova, qui avait enquêté sur ce dossier, s'était interrogée sur la présence de Tchataïev dans les Carpates ukrainiennes, vu que la plupart de ses camarades djihadistes étaient déjà morts à cette époque. Si cette charmante journaliste avait prêté un petit peu plus attention aux informations venant de Russie, et puis de nous, hein, donc de la RPD et de l'RPL, elle aurait su qu'il y a en Ukraine des camps d'entraînement pour créer des futurs djihadistes qui partiront ensuite en Syrie, en Irak et ailleurs. Hein, voilà. Donc si vous alliez vous informer ailleurs qu'au Kyiv Post et sur Union, vous arriverez peut-être à faire votre boulot de journaliste correctement. Hein. Et puis ça serait pas mal aussi pour la personne qui a écrit l'article de The Independent, parce que si vous dévoilez une partie de la vérité, c'est juste une partie. Hein, vous en cachez une autre. Parce que quand vous parlez entre autres des histoires de passeports, hein, sur le fait qu'ils arrivent à obtenir tous ces djihadistes des passeports ukrainiens, hein, puis le fait qu'ils arrivent à rester en Ukraine pendant des années sans être embêtés, bien entendu, dans l'article, on met ça sur le dos de la corruption et de l'incompétence des forces de l'ordre, de la justice et du SBU, hein, et que ça serait une vulnérabilité à laquelle Kiev ne semble pas tout à fait disposé à s'attaquer, dixit un des experts interrogés par le journaliste. Et puis là, le journaliste poursuit en disant que malgré le passage au passeport biométrique, les terroristes en obtiennent sans problème pour environ 5 000 $ au marché noir. Or, je renvoie nos auditeurs à un article que j'avais écrit précédemment, que j'avais traduit, qui expliquait qu'en fait les terroristes islamistes qui arrivent en Ukraine, qui sont exfiltrés d'Irak, de Syrie, ils reçoivent des passeports ukrainiens avec l'aide du SBU et des autorités ukrainiennes. Ce qui explique pourquoi les passeports biométriques sont authentiques et pas des faux, facilement détectables. Ouais. D'ailleurs, un fait qui est confirmé par l'article. Donc pour qu'ils arrivent à obtenir des passeports comme cela, c'est qu'il y a des complicités au niveau des autorités. Hein, c'est pas possible autrement. Donc si en plus on rajoute le fait qu'il y en a un certain nombre qui se battent pour Kiev dans le Donbass, hein, au sein de régiments spéciaux, bataillons spéciaux ou régiments type Azov, là, vouloir me faire croire que vous étiez pas au courant que ces mecs sont sur le territoire ukrainien, c'est du foutage de gueule. On est bien d'accord. Hein. Là, tu peux pas tout mettre sur l'incompétence du système judiciaire et la corruption dans le pays. Je sais bien que la corruption est endémique, mais là, à ce niveau-là, tu peux plus. Là, c'est trop. La couleuvre est trop grosse, là, ça passe plus. Et puis d'ailleurs, la complicité de Kiev est confirmée par leur attitude face à cette arrestation. Au lieu de s'inquiéter sérieusement de la présence de plusieurs centaines de chefs djihadistes parmi les plus dangereux, hein, issus de l'État islamique et puis d'autres groupes terroristes, ils prennent ça à la légère. D'ailleurs, avant l'arrestation d'Albarash Shishani, la Katerina Sergatskova était même accusée par les officiels ukrainiens d'avoir inventé le problème des djihadistes présents en Ukraine. Elle était à deux doigts de se faire traiter de propagandiste de Poutine, elle. Hein, voilà. Hein. Donc ça vous montre quand même qu'il y a une volonté de couvrir tout ça, quand même. Hein. Quant au journaliste de The Independent, alors lui, il élude le problème, hein, forcément, ça porterait un petit peu trop atteinte à la réputation des autorités ukrainiennes, hein, parce que dire qu'ils sont corrompus, c'est une chose, hein, ça passe encore, voilà, c'est connu, donc ça, tu peux l'utiliser comme bouc émissaire pour le truc. Mais annoncer clairement que Kiev aide des terroristes islamistes à obtenir des papiers pour qu'ils puissent se réfugier en Ukraine ou ailleurs, là, ça devient plus grave, hein, la corruption, c'est un délit. La complicité avec une organisation terroriste, ça s'appelle un crime. Puis un crime sérieux en plus. Hein. Et puis d'autant plus grave pour l'Union européenne que ça représente un sérieux problème de sécurité, puisque je rappelle que les Ukrainiens ont un régime sans visa avec l'Union européenne, hein, et que donc ces terroristes équipés de passeports ukrainiens peuvent rentrer en Europe comme dans du beurre. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que ça serait un danger public ces trucs-là. Et cet accord de libre entrée sans visa, et le fait de fermer les yeux sur le fait que l'Ukraine est devenue un réfugié djihadiste et puis un véritable vivier à néo-nazis. Hein, voilà, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. J'en ai marre d'avoir raison. Ras-le-bol. En plus, d'après l'article, c'est parmi les plus dangereux qui sont en Ukraine. Hein. C'est pas les plus gentils, hein, parmi les djihadistes qui fuient la Syrie. En gros, les plus mous du genou, ils s'arrêtent en Turquie. Ceux qui arrivent en Ukraine, c'est les plus dangereux et les plus déterminés. Donc c'est les plus tarés, quoi. Hein, voilà. Donc, faudrait quand même se rendre un petit peu compte du danger du truc,
quand même, hein. Surtout qu'il n'y en a pas qu'un ou deux, hein. Ils sont des centaines, voilà, ils sont des centaines. Ça, c'est l'estimation de l'article, hein. Bon, à mon avis, ils sont même encore en dessous de la réalité, mais bon, c'est pas grave. Bon, le SBU, bien entendu, hein, s'est défendu en prétendant qu'il n'y a pas de complicité, qu'ils trouveront les djihadistes et les foutront dehors. Bah, les faits montrent le contraire, parce que, comme je l'ai dit, Al-Barachichani, il a quand même passé 2 ans en Ukraine, sans être inquiété le moins du monde, tout en coordonnant des actions terroristes de Daesh. Hein. Puis quant à l'autre, là, le Tchataïev, malgré son arrestation, il a jamais été extradé, il a même pu rentrer en Géorgie pépère. Et je veux dire, à un moment, je veux bien que le SBU est pas forcément très compétent, mais il y a quand même des limites. Hein. Je veux dire, ils ont quand même l'aide de la CIA. Qui eux sont certainement plus compétents qu'eux. Donc là, faut pas exagérer, hein, voilà. Donc là, bien entendu, on a des sites comme StopFake, UVS Disinfo, qui auparavant hurlaient, hein, aux histoires de camps djihadistes en Ukraine, présence de bataillons djihadistes combattant pour Kiev dans le Donbass comme étant des mensonges de la propagande russe. Bah là, les faits montrent, comme pour les néo-nazis, que ces dénonciations venant de Russie, de l'RPD, de l'RPL, bah, c'est juste la vérité. Et puis comme pour les néo-nazis, la vérité concernant les liens entre les autorités ukrainiennes et les organisations terroristes islamiques va finir un jour par sortir petit bout par petit bout, jusqu'au jour où nous aurons peut-être en une d'un média occidental ou d'un site du type Atlantic Council un titre du genre « L'Ukraine a un vrai problème avec les djihadistes qu'elle a accueillis à bras ouverts, et non, Russia Today n'a pas écrit ce titre !» Ce qui est une adaptation d'un titre qu'Atlantic Council nous a sorti sur les néo-nazis. Franchement, là, au niveau débâcle médiatique, je pense que ça sera la totale au niveau des soutiens de Kiev. Hein. Puis ceux qui dénoncent aujourd'hui mes articles comme étant de la propagande russe ou des mensonges du Kremlin, ben vous aurez l'air bien con ce jour-là à devoir admettre que j'avais raison d'alerter depuis plus de 3 ans sur le danger que représentent les liaisons dangereuses entre les autorités ukrainiennes et les groupes hein, djihadistes, les néo-nazis, etc. Puis le fait que l'UE a fermé les yeux sur tout ça pendant des années pour pas avoir à admettre juste que la propagande russe, entre guillemets, avait raison. Hein, voilà. Et puis ben, pendant ce temps-là à Kiev, on en a une bonne là. On a une blogueuse ukrainienne, Yelena Kudrenko, qui a publié un article avec en titre « La Russie a toujours vécu aux dépens de l'Ukraine, mais ça suffit, c'est terminé ». Voilà, je vous mets le petit screenshot pour que vous puissiez voir le titre en russe. Alors, pour toute personne qui connaît réellement l'histoire, un tel titre, ça a de quoi faire pisser de rire. D'ailleurs, même sous les commentaires de l'article, qui sont pas modérés hein, sur ce site-là, les gens se gênent pas. Hein. Un des commentateurs lui a même souhaité de se trouver un bon mari, parce qu'il a dit, vu l'état de ton cerveau, tu pourras pas survivre toute seule. Voilà, je pense que c'est très clair. Parce que bon, si on regarde les chiffres, ces derniers disent tout le contraire. Hein. Voilà, donc là, je vais vous montrer des petits chiffres qui ont été publiés par Komsomolskaya Pravda. En 1990, juste avant l'effondrement de l'URSS, la Russie donc, produisait bien plus qu'elle ne consommait. Hein. Elle produisait, en gros, en PIB annuel par habitant, on était à 17,5, on est à 11,8 pour ce qu'elle consommait. Donc elle était excédentaire. Hein. Donc elle donnait, la Russie donnait. Hein, elle produisait plus que ce qu'elle consommait. La Biélorussie aussi, elle était à 15,6 contre 12. Par contre, la République socialiste soviétique d'Ukraine consommait plus qu'elle ne produisait. Hein, elle consommait 13,3 contre 12,4 de production. En clair, c'est l'Ukraine qui vivait au crochet de la Russie et de la Biélorussie, comme toutes les autres républiques socialistes soviétiques, si vous regardez la liste. Parce que toutes les autres, ils sont tous déficitaires. La Géorgie, ils battent tous les records. Hein. Ils sont à, je crois, 4 fois plus de consommation que ce qu'ils produisaient. Enfin, là, on plane complet quand même. Donc en clair, c'était la Russie et la Biélorussie qui étaient dépouillées et saignées pour alimenter les autres républiques de l'URSS. Et puis si on regarde post-effondrement de l'URSS, là, ça devient encore plus clair. Donc là, je vais vous montrer une petite courbe qui montre l'évolution du PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat. Hein. On voit clairement que la Russie et la Biélorussie ont vu leur PIB monter en flèche hein, après première baisse post-effondrement de l'URSS. Hein. Pourquoi ? Parce que la Russie et la Biélorussie n'ont plus à nourrir les autres républiques de l'URSS. Et donc forcément, le PIB a pu bien se relever. Hein, voilà, celui de la Russie, son PIB en PPA a triplé, celui de la Biélorussie a été multiplié par 3,5, par contre celui de l'Ukraine il est à peine équivalent à 1,2 fois celui qu'elle avait à la chute de l'URSS. Je pense que c'est révélateur. Ils ont à peine dépassé le niveau qu'ils avaient
juste avant la chute de l'URSS. C'est quand même effrayant. D'ailleurs, c'est un truc qu'avait très bien dit Dimitri Orlov dans un article que j'avais traduit pour Donbass Insider, je vous mettrai le lien dans le sommaire, où il disait l'URSS n'était pas du tout un empire normal. Au lieu de fonctionner comme une pompe à richesse qui pompait la richesse de la périphérie vers le centre impérial, elle fonctionnait comme un incubateur révolutionnaire, exploitant les ressources du noyau, c'est-à-dire la Russie, et les exportant vers la périphérie pour construire le socialisme avec l'objectif supplémentaire de fomenter une révolution communiste mondiale. Ainsi, l'image de l'URSS en tant qu'empire typique est tout simplement fausse. La bonne image mentale de l'URSS est celle d'une truie prostrée et émaciée, la Russie, que tête 14 porcelets gras et cupides, les autres républiques socialistes soviétiques. Boris Yeltsin, malgré les nombreux manquements, a bien fait une chose, il a démantelé l'URSS, bien que la façon dont il s'y est pris était plus qu'incompétente et frisait la trahison. Si vous avez besoin d'une explication sur la raison pour laquelle la Russie est en plein essor, de plus en plus prospère et capable d'investir des sommes considérables dans des systèmes d'armes hypersoniques et dans des infrastructures modernes pour son peuple, c'est cela. Les 14 porcelets ont été envoyés se nourrir ailleurs par eux-mêmes. Ce petit point de vue, soit dit en passant, met à l'épreuve l'idiotie de Brzezinski dans son grand échiquier. Sa théorie selon laquelle la Russie veut être un empire mais ne peut le faire sans l'Ukraine s'effondre au contact du constat que la Russie n'est plus un empire depuis un siècle et ne veut ni n'a besoin de redevenir un empire. Non, si la Russie récupérait l'Ukraine, son économie se casserait la gueule parce qu'elle serait de nouveau obligée d'injecter des sommes de pognon phénoménales là-dedans. Voilà ce qu'il faisait à l'époque de l'URSS. Je signale que depuis la chute de l'URSS, l'Ukraine a perdu son industrie. Antonov est en faillite, leur économie se casse la gueule, leur population se sauve du pays en masse. Je veux dire, je pense que c'est assez révélateur pour bien montrer que ce qu'elle raconte, cette blogueuse, c'est de la merde. Mais le problème, c'est que ça, c'est la réécriture de l'histoire made in Kiev. Voilà, on vous invente des histoires comme quoi la Russie vivait au crochet de l'Ukraine. Non, c'était l'Ukraine qui vivait au crochet de la Russie à l'époque de l'URSS. Et même encore après. Je veux dire, la Russie a investi des milliards post-effondrement de l'URSS dans l'Ukraine à perte. Hein, voilà, je veux dire... Et ça aurait continué d'ailleurs si l'accord entre Yanukovych et la Russie s'était fait et qu'il n'y avait pas eu le Maïdan, hein, puisque la Russie était quand même prête à mettre 15 milliards de dollars sur la table pour aider économiquement l'Ukraine. Donc bon, je veux dire, c'est pas l'inverse, hein, c'est pas l'Ukraine qui file du pognon à la Russie. Hein, voilà, je pense que ça se... Voilà. Et puis ça risque certainement pas de s'arranger, je mets ça en guise de petite conclusion vite fait. Puisque les discussions trilatérales qui devaient avoir lieu hier sur la question du transit de gaz via l'Ukraine vers l'Europe ont été repoussées à la semaine prochaine, très certainement à cause de la décision qui a été rendue par la cour d'appel de Svea en Suède, hein, qui a validé la décision du tribunal d'arbitrage de Stockholm, donc d'imposer à Gazprom de filer du pognon à Naftogaz. La raison pour justifier le fait de maintenir le jugement initial, c'est le fait qu'en gros l'économie ukrainienne est dans une situation catastrophique, ce qui confirme ce que disait Alexei Miller, hein, le PDG de Gazprom, qui disait en gros on veut nous faire payer les pots cassés de la politique économique désastreuse de Kiev. Sauf que je rappelle, Gazprom, c'est ni le FMI, ni une organisation de charité. C'est pas son travail de rattraper les pots cassés. Je veux dire, l'état de l'économie ukrainienne, c'est à l'Ukraine de régler ça. C'est pas à Gazprom de payer de sa poche pour essayer de renflouer l'Ukraine. Ça, c'est du délire. Mais là, on plane, mais complètement. Avec des décisions d'arbitrage comme ça, vous comprenez pourquoi la Russie exige l'annulation de toutes les procédures judiciaires avant d'envisager de signer un nouveau contrat avec l'Ukraine. Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de déséquilibrer totalement les contrats. Donc ça veut dire, en gros, tu fais un contrat, mais en fait, les conditions qui sont dedans, il suffit à l'Ukraine d'aller devant n'importe quel tribunal d'arbitrage et ils obtiennent de faire casser le truc à leur avantage. Oui, mais ça peut pas marcher comme ça. Un contrat, faut que ça soit mutuellement bénéfique pour les deux parties. Hein, si c'est bénéfique que pour une partie et que l'autre, il doit sortir du pognon en plus pour renflouer les caisses, en gros, de l'État ukrainien, parce qu'ils sont dans la merde, qu'ils sont quasiment, enfin, qu'ils sont en faillite, en état de faillite en réalité, non déclaré, mais qui sont en état de faillite, par leur propre faute. Mais c'est pas à Gazprom de payer pour ça. C'est pas le boulot de Gazprom. Et c'est pas le boulot de la cour d'arbitrage de Stockholm ou de la cour d'appel de Svea d'aider Kiev à renflouer ses caisses sur le dos d'une société privée russe. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Là, vous êtes en train de foutre en l'air le droit commercial international. C'est pour ça que la Russie veut plus signer de contrats qui soient soumis à des cours d'arbitrage.
Parce que ils ont compris que les autres, ils réécrivent le contrat à leur sauce comme ça les arrange. C'est n'importe quoi. À ce moment-là, t'as plus besoin de contrat. À ce moment-là, c'est le Far West. Chacun fait comme il veut, quoi. Là, c'est du grand nimp. Donc, moi, je pense que ça va très mal se finir pour l'Ukraine. Ils vont finir en slip. Parce que pendant ce temps, Turkish Stream va être inauguré le 8 janvier. Le 8 janvier, Turkish Stream va commencer à fonctionner. Ils ont déjà injecté le gaz dans les tuyaux. Ils sont en train de faire les derniers tests. Le 8 janvier, ça y est, Turkish Stream, la route qui passe par le sud, elle est opérationnelle. Nord Stream 2 a un peu de retard, mais ça y est, l'appel potentiel envers la décision danoise, la période d'appel a expiré. Donc plus personne ne peut faire appel de la décision, donc ils vont pouvoir reprendre la construction. Le gazoduc est déjà prêt à 80%. Là, ils ont un petit problème à cause du mauvais temps en mer Baltique qui leur fait prendre un peu de retard. Donc ils n'ont pas encore donné de nouvelles dates butoirs pour la mise en service de Nord Stream 2, mais début 2020, le truc est opérationnel. Je veux dire, non, la Russie ne vous signera pas un contrat de 10 ans. Voilà. Et puis, pour ceux comme Emmanuel Macron qui croient que la Russie est obligée d'avoir un partenariat avec l'Europe, etc., Force de la Sibérie, qui est le gazoduc qui part vers la Chine, lui, il sera prêt déjà le 2 décembre. Ce serait bien qu'en Europe, ils arrêtent de considérer qu'ils sont le centre du monde. Voilà. Le gaz que vous achèterez pas à la Russie, c'est la Chine qui va l'acheter. Et la Chine a d'énormes besoins. Donc, arrêtez vos conneries. D'ailleurs, l'Allemagne a bien pigé que là, ça commence à sentir le pâté, parce qu'ils ont décidé de faire appel de la décision là qui limitait l'utilisation du gazoduc Opal pour Gazprom. Donc, ils ont décidé de faire appel contre cette décision qui limitait l'utilisation du gazoduc Opal à 50% maximum pour Gazprom, parce que je pense que les Allemands ont bien compris que là, le risque qui se retrouve sans gaz venant du système de transit ukrainien, il est énorme. Alors là, s'ils le perdent, c'est fini. C'est 3 milliards de dollars perdus par an. Tout ça pour avoir voulu extorquer de l'argent à Gazprom sous des prétextes complètement bidons avec la complicité des instances judiciaires européennes. Vous pouvez réclamer vos 2,5 milliards et vos 11 milliards là, de dédommagement. Alors ça, s'il y a une cour qui valide la demande de l'Ukraine d'obtenir 12 milliards de compensation pour la fin du contrat de transit, alors que tout simplement il se termine de manière naturelle, c'est la date, c'est un contrat de 10 ans, on est arrivé au bout des 10 ans, il se termine. Si vous validez une demande pareille, je pense que là, vous allez tuer le droit économique international de manière définitive. Parce que là, c'est pas possible. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Des requêtes comme ça, c'est n'importe quoi. Donc là, je vous le dis, pour l'Ukraine, ça sent très mauvais. Parce que ce qu'ils vont perdre au total, une fois qu'ils auront perdu le contrat de transit gazier, ça sera pas compensé par les 2,5 milliards que vous allez réussir peut-être à racketter auprès de Gazprom. Voilà. Vous allez perdre 3 milliards par an. Et votre système de transit gazier va se casser la gueule parce que vous n'aurez plus les moyens d'entretenir. Vous allez perdre, je crois que c'est 3% de votre PIB. Voilà. Et donc vous allez être dans la merde. Tout ça pour avoir essayé de gratter les fonds de tiroir. Au lieu de rendre votre système attractif, vous avez tout fait pour le saborder. Voilà. Venez pas vous plaindre après que Gazprom se casse chez la concurrence. Je veux dire, c'est un peu logique. Vous avez tout fait pour. Voilà, donc voilà la situation. Donc maintenant il faut attendre la réunion format Normandie le 9 décembre. Alors ce que ça va donner. Et puis voir les discussions trilatérales qui auront finalement lieu la semaine prochaine. Mais je pense que c'est très très mal engagé puisque Naftogaz a encore déclaré qu'il refusait d'annuler les plaintes judiciaires contre Gazprom en échange de la signature d'un contrat. Donc je pense qu'ils vont se les geler. C'est bien parti pour. Donc voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine où je retrouverai Tom pour un site web au format habituel. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine en espérant que le bilan des bombardements, bilan humain, se maintiendra très bas, en tout cas jusqu'à la réunion au format Normandie. Après, ça va dépendre du résultat de la réunion, bien que moi j'en attends pas de grands miracles, très sincèrement. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne journée.